Le portefeuille du jour est une anomalie. 27,4% par an, alors que son propriétaire n'avait jamais investi en bourse de sa vie. 46% de ses actions sont parmi la catégorie la plus risquée du marché. Alors que cette même personne a 70 ans et que tous les conseillers, y compris son banquier, lui diraient de fuir le risque. Une conviction forte sur le Japon, alors que le pays croule sous 211% de dette publique. Et pourtant, je peux vous l'assurer, ça marche. Vraiment. Il a 100 000 euros à investir, un premier portefeuille boursier et une performance qui écrase son benchmark de référence. C'est tout simplement la première fois que je vois ça. Alors, comment un ancien agriculteur, sans aucune réelle expérience boursière, a-t-il réussi à construire un portefeuille aussi performant et aussi risqué? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais attention, parce que derrière cette performance spectaculaire, se cachent quelques failles que personne ne voit au premier coup d'œil. Une concentration sectorielle un peu dangereuse, un déséquilibre géographique assumé et une absence totale de protection qui pourrait tout faire basculer au prochain crack boursier. Bonjour à tous, c'est Sébastien Valton, je suis conseiller en investissement financier et directeur des opérations du logiciel Value Screener, Divis pour les intimes. Et dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, on va décortiquer ensemble un portefeuille pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui cloche et surtout les 3 ajustements critiques qui pourraient transformer un bon portefeuille en portefeuille véritablement durable. Comme toujours, ce que je vous présente ici n'est pas un conseil en investissement, mais une analyse pédagogique d'un portefeuille réel. L'objectif derrière, c'est de vous aider à comprendre les mécanismes derrière toutes ces performances et également à vous inspirer pour mieux structurer le vôtre. Mais donc avant d'analyser ces performances, et vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne, il faut comprendre qui est vraiment derrière ce portefeuille. Parce qu'en investissement, les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire, le reste, c'est la psychologie, la tolérance au risque et les objectifs personnels. Alors prenez de quoi noter, puisqu'on va décortiquer son profil et surtout je vous donnerai en exclusivité en fin de vidéo les 3 ajustements ultimes que vous aussi, vous pourriez faire pour vos propres portefeuilles boursiers. Alors donc qui est Bernard? Et pour ça, Bernard m'a transmis son portefeuille et a répondu à un petit questionnaire. Donc assez rapidement, on va regarder par cibler là, le profil de l'investisseur. Bernard, il a 70 ans, il a passé toute sa vie dans l'agriculture et il a transmis son exploitation, notamment à sa fille. Et aujourd'hui, il vit de ses revenus immobiliers et photovoltaïques, ce qui lui permet de bien vivre. Il m'a dit d'ailleurs, mon banquier m'a habitué à être frugal financièrement. Alors, frugal financièrement, qu'est-ce que justement ça veut dire? Donc je l'ai mis juste ici. Eh bien que Bernard n'a jamais vraiment fait travailler son argent en bourse. Et là, à 70 ans, il a découvert et il découvre un nouveau monde, notamment via Value Investing Screener. Son projet et sa stratégie donc d'investissement derrière, son projet, c'est qu'il a 100 000 euros qu'il veut investir via un compte titre ordinaire, donc CTO. Pour rappel, le CTO, c'est l'autre enveloppe fiscale qui vous permet d'investir autre que le plan épargne d'action PEA. Il est un peu plus imposé sur les plus-values parce que ce n'est pas une optimisation fiscale à proprement parler, mais vous pouvez investir par exemple via vos sociétés. D'ailleurs, c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo à l'occasion. Son horizon d'investissement est long terme, de ce qu'il m'a dit, donc à peu près 10-15 ans. Et son objectif, c'est avoir une croissance patrimoniale pour le transmettre à sa famille. Il n'a pas besoin de revenus immédiats, c'est quand même une particularité importante à prendre, surtout dans l'optique de ce portefeuille. Donc, si on résume, on parle d'un investisseur qui a du temps devant lui, 10-15 ans, n'a pas besoin de liquidité à court terme, veut construire un patrimoine à transmettre et découvre la bourse pour la première fois à 70 ans. C'est un profil fascinant et rare. Et maintenant, on va regarder ensemble ce qu'il a construit avec le logiciel. Bon, alors là, avant de vous présenter en détail le portefeuille, accrochez-vous parce qu'on va s'attarder directement sur la performance. Si on regarde ici, le CAGR, 27,4% par an. Ça veut dire quoi concrètement? Que si vous investissez 10 000 euros avec cette performance en 10 ans, vous avez tout simplement plus de 100 000 euros. C'est une multiplication par 10. On a une valeur finale pour le portefeuille donc de Bernard de 33 492,92 dollars pour 10 000 dollars investis depuis hypothétiquement 2021. La courbe jaune qu'on voit ici, c'est le portefeuille de Bernard depuis 2021. Et on voit qu'elle explose littéralement, surtout sur les dernières années, à partir de 2023. Regardez avec l'écart avec la courbe verte. Mais attendez, parce que vous allez me demander, c'est quoi cette courbe verte? En l'occurrence, c'est pas le S&P 500 comme vous l'avez vu dans les autres vidéos, c'est l'ETF Vanguard Small Cap Value Index Fund. Alors je vous explique parce que c'est important. Quand on analyse un portefeuille, on le compare toujours à ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire un point de référence. Imaginez que vous couriez un marathon, le benchmark c'est le temps moyen des autres coureurs.
Ça vous permet de savoir si vous êtes plus rapide ou plus lent. Pour Bernard, j'ai choisi donc en benchmark un ETF qui représente les small cap value. Pourquoi celui-là spécifiquement? Eh bien parce que, et je vais vous le montrer juste maintenant, Bernard a dans son portefeuille plus de 46% de small cap, c'est-à-dire donc des petites entreprises, avec une petite capitalisation boursière. Et son style d'investissement, c'est du value, c'est-à-dire qu'il achète des actions, qu'il essaie de trouver des actions décotées par rapport, donc c'est-à-dire sous-évaluées par le marché. Small cap plus value, ça donne Vanguard Small Cap Value. Donc maintenant, si on retournera ici pour voir les lignes en détail. Si on retourne évidemment sur la comparaison entre les deux, on voit que le benchmark, lui, fait 11,3% par an, donc depuis 2021. C'est-à-dire qu'il a fait, hypothétiquement, donc si on prend ce portefeuille-là, 2,4 fois mieux que son benchmark, ce qui est énorme. Maintenant, regardons les autres indicateurs parce que là, ça devient de plus en plus intéressant et je vous amène juste ici. Alors, la meilleure année, on voit qu'elle est à 45,8%. Ça veut dire que Bernard a cartonné lors de sa meilleure année. Ça veut dire quoi? Que son portefeuille a une capacité à surperformer violemment dans les phases haussières. Probablement grâce à ses positions en small cap et à une exposition bien calibrée sur certains secteurs porteurs qu'on verra juste après. La pire année, on la voit ici, elle est de 8,3% seulement. Mais là où ça devient encore plus impressionnant, c'est pour la chute maximum qu'on appelle aussi maximum drawdown. Bernard perd seulement 10,4%, donc c'est-à-dire la différence entre le point le plus haut et le plus bas. C'est remarquable, surtout pour un portefeuille aussi agressif. Pourquoi? Parce que avec 46% de small cap, on s'attendrait à des chutes beaucoup plus violentes, c'est-à-dire à une plus grosse volatilité, un plus gros risque, comme on l'a par exemple pour le benchmark qui a moins 24,2%. C'est-à-dire, en fait, en plus de mieux performer, le portefeuille de Bernard, selon les chiffres pour le moment, est moins risqué. Les small caps, on le sait, c'est hyper volatile. En période de crise, elles peuvent donc perdre jusqu'à 40-50% de leur valeur, ça dépend. Mais là, Bernard, lui, s'en sort avec moins 10,4%. Et c'est la preuve, donc, d'une sélection de qualité. Pour rappel, le drawdown, c'est donc la chute maximale, donc ça veut dire, comme son nom l'indique, la chute maximale que votre portefeuille a subie entre un point haut et un point bas. Et c'est un indicateur hyper psychologique et très crucial. Pourquoi? Parce que quand vous voyez votre portefeuille perdre 20% en quelques semaines, vous commencez littéralement à paniquer, à vous poser des questions et parfois à vendre au pire moment. Et c'est normal, c'est humain. Mais c'est ce qu'on appelle en finance, et surtout en finance comportementale, le panic selling. Alors qu'avec un drawdown de seulement moins 10,4%, Bernard subit beaucoup moins de stress émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il dort mieux la nuit, et c'est pas anodin parce que un investisseur serein prend de meilleures décisions, et des décisions surtout plus rationnelles. Mais attendez, parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'il possède dans son portefeuille. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et vous allez voir pourquoi aucun banquier ne lui aurait dit d'aller sur ce genre de ligne. Alors maintenant, on va regarder sa répartition. Bon, commençons par la répartition géographique que je vous ai mis juste ici en bas à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Bon, l'Asie dominante déjà avec le Japon, la Chine, Hong Kong, Malaisie qui représentent quasiment 37% du portefeuille. L'Europe également, qui est ici en rouge et qui a une présence significative, et l'Amérique du Nord qui est un peu plus modeste. Personnellement, c'est une configuration de portefeuille, enfin une exposition que j'ai également, parce que j'ai une exposition asiatique aussi très forte. Cette exposition asiatique, c'est aussi une de ses convictions. Pourquoi c'est une conviction forte? Eh bien déjà parce que les valorisations sont attractives. Les fondamentaux sont solides dans cette zone géographique pour la plupart des entreprises et le potentiel de croissance est bien là. Mais là, et c'est la grande question de Bernard, le Japon avec son déficit public, un déficit public qui est monstrueux, ne risque-t-il pas de décrocher? Eh bien, on y reviendra en détail un peu plus tard, c'est promis. Maintenant, si on regarde la concentration et surtout la diversification, sectorielle, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc déjà, à quoi correspondent tous ces blocs couleurs à chacun à une industrie? Donc vous avez les industrials, industrie en gris, donc le cœur du portefeuille. Et en fait, ce sont des entreprises qui fabriquent des choses, machines, équipements, de la construction. C'est le cœur de l'économie réelle. C'est d'ailleurs un des moteurs. Vous avez également le basic materials, qui est représenté un peu en jaune, donc c'est les matières premières, le bois, les matériaux, les produits chimiques, les briques de base de l'industrie. On a aussi donc, ce qu'on appelle le consumer defensive en rouge, donc c'était les biens de consommation de base, c'est ce que les gens achètent même en cas de crise, alimentation, hygiène, produits du quotidien. On a les financial services qui sont un peu représentés, en jaune un peu plus foncé, d'ailleurs bien représentés, donc c'est-à-dire les banques, assurances, services financiers. On a de la technologie en bordeaux, donc des valeurs tech. Bernard en a un peu, mais ce n'est pas son focus principal. Et
Vous voyez, Bernard a construit un portefeuille orienté économie réelle. Pas de hype, pas de meme coin, pas d'IA à la mode comme on en voit depuis quelques temps. C'est de la solidité industrielle et des matériaux de base, et pour l'instant, ça a payé. Donc, pour le moment, on voit un portefeuille qui est quand même bien équilibré sur le papier au niveau sectoriel, avec quand même une forte concentration quand même sur deux, trois secteurs à surveiller, et on a une bonne répartition géographique. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça donne les lignes dans le portefeuille? Parce que vous attendez depuis le début, je pense, de voir ce portefeuille et vous allez pouvoir faire un screen et faire des recherches par vous-même sur ces lignes-là. Eh bien, on a beaucoup de lignes exotiques. Banco da Amazonia, Bomer, Snook, Global Shiplies, Électricité Strasbourg, des noms que 99% des investisseurs français ne connaissent même pas, à part Électricité de Strasbourg pour les Strasbourgeois. Et c'est justement là que se nichent les pépites et les opportunités. Et on va le voir juste après au niveau de la composition du portefeuille. Bon, on a vu maintenant qui est Bernard et ce qu'il possède. Maintenant, parlons stratégie. Comment est-ce que Bernard devrait déployer son capital et surtout combien ça peut rapporter sur 10, 15 ou 20 ans? Alors déjà, Bernard, il faut que je vous le dise, m'a dit quelque chose de très rassurant et de très mature, je trouve. C'est-à-dire, si je faisais la moitié de la valorisation calculée par ce backtest, je serais déjà content. Et là, je dois dire, chapeau Bernard, parce que trop d'investisseurs regardent un backtest à 27% et se disent, c'est bon, je vais devenir millionnaire en 3 ans. Alors dans la réalité des faits, non. Un backtest, c'est du passé. C'est ce qui s'est passé dans des conditions précises. Ça ne se reproduira jamais exactement à l'identique. Alors, faisons un exercice réaliste. Si Bernard fait la moitié de sa performance historique, eh bien, ça nous donne 27,4% divisé par 2, environ 13,5% par an. Ce qui est, pour rappel, quand même supérieur au marché historique, qui fait 7-8%, et c'est déjà excellent. Alors maintenant, si on faisait des projections, combien ça ferait en 10, 15 ou 20 ans? Parce que c'est quand même assez important vu que c'est son horizon d'investissement. Avec, on le rappelle, son portefeuille de 100 000 euros au départ, à 13,5% par an. Alors, à un horizon du coup de 10 ans, ça ferait 350 000 euros, sur 15 ans, 650 000 euros. Et ça, encore une fois, c'est sans aucun apport supplémentaire. Juste la puissance de ce qu'on appelle les intérêts composés. Maintenant, imaginons que Bernard ajoute 200 euros par mois puisqu'il a des revenus réguliers ou qu'il a envie encore de mettre un peu de côté pour donc investir un peu plus en bourse. Donc, si on part d'apport mensuel de 200 euros, eh bien, sur 10 ans, ça ferait environ 450 000 euros et sur 15 ans, environ 900 000 euros. Bernard, on le rappelle, a 70 ans. À 85 ans, c'est-à-dire s'il garde cet horizon de 15 ans, il pourrait, rien qu'avec ce portefeuille de 100 000 euros, transmettre près d'1 million d'euros à sa famille. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la magie du temps et de la discipline, et c'est ça le message principal de cette vidéo, surtout en étudiant ce portefeuille boursier. Bon, maintenant, avant de regarder un peu plus en détail donc le portefeuille, la performance et les optimisations, on va attaquer le gros sujet, celui qui vous a fait peut-être cliquer sur la vidéo ou pas. Est-ce que le Japon va se crasher ou pas? Alors, c'est le Japon en fort déficit ne risque-t-il pas de décrocher? C'est la question même de Bernard. C'est la question qui fâche et où beaucoup d'analystes essayent de débattre la question. Et franchement, c'est déjà brillant que Bernard se la pose en construisant ce portefeuille. Parce que le Japon, c'est un cas unique dans l'histoire économique mondiale. Une dette colossale, un déficit permanent, et pourtant le pays ne s'effondre pas. D'ailleurs, les ETF et même les actions japonaises, pour la plupart, ces derniers temps en tout cas, au moment où je fais la vidéo, performent bien sur les marchés. Alors regardons ça de très près, très pédagogiquement. Déjà, le Japon a une dette publique de 211% du PIB. Pour vous donner un ordre d'idée, la France, bon, ça aussi, mais c'est entre 110, 130, ça dépend. Les États-Unis, 120%, et le Japon, du coup, 211%. C'est plus du double des pays développés classiques. En plus, le pays a un déficit qui persiste, environ 2,5% du PIB. Alors pourquoi le Japon ne s'est-il pas effondré comme la Grèce ou comme l'Argentine? Il y a 3 raisons à ça, et c'est là que vous allez comprendre la nuance. Première raison, premier amortisseur, la monnaie souveraine. C'est-à-dire qu'en fait, le Japon emprunte en yens, donc sa propre monnaie. La Banque du Japon peut imprimer des yens si besoin, donc sa monnaie. Comparé à la Grèce qui emprunte en euros, elle ne contrôle pas l'euro, donc elle peut faire faillite. Le Japon, lui, contrôle le yen, donc il ne peut pas faire faillite au sens strict. Deuxième amortisseur, c'est l'épargne domestique, puisque 90% de la dette japonaise est détenue, par définition, par des Japonais. Des banques japonaises, des assurances japonaises, des retraités japonais.
Ce n'est pas une dette qu'on dit externe. Pas de risque donc de fuite de capitaux étrangers qui vendraient massivement les obligations japonaises, plongeant ainsi le pays dans une crise. Le troisième et dernier amortisseur, c'est la banque centrale ultra accommodante. Pendant 20 ans, la Banque du Japon, qu'on appelle aussi BOJ, a maintenu ses taux, donc les taux, c'est-à-dire les taux auxquels on emprunte, à zéro, voire négatif. Elle a acheté massivement de la dette publique. Le résultat derrière, eh bien, le gouvernement pouvait emprunter quasi gratuitement. Donc, pour répondre à ce décrochage brutal style crise grecque, non. Mais, et c'est là que ça devient crucial, le régime change. Ce qui va changer donc en 2025-2026. Bon, on le sait déjà, depuis 2024, la Banque du Japon normalise sa politique. Qu'est-ce que ça veut dire, Sébastien? C'est-à-dire qu'elle remonte peu à peu ses taux. Pourquoi? Parce que l'inflation revient peu à peu au Japon, montée des prix, les salaires augmentent, l'économie commence un peu à se réchauffer. Avant, il y avait une dette énorme avec un taux à 0%, ce qui est égal donc à des charges d'intérêt quasi nulles. Maintenant, et c'est ce qui change, la dette est énorme avec des taux en hausse. Résultat, charges d'intérêt qui explosent. Imaginez que vous ayez par exemple emprunté 200 000 euros pour votre maison. Si votre taux passe de 1% à 3%, vos mensualités doublent presque. Eh bien, c'est exactement pareil pour le Japon, donc à l'échelle d'un pays. Mais alors maintenant, il y a trois scénarios possibles. Le premier scénario, c'est la normalisation douce, donc c'est-à-dire que l'inflation se stabilise, les taux montent très lentement. Les entreprises japonaises continuent d'améliorer leur gouvernance et c'est favorable pour les actions, pour les marchés. Deuxième scénario, eh bien, des tensions obligataires. C'est-à-dire qu'en fait, les taux montent trop vite, le yen devient ultra volatile et les valorisations boursières vont souffrir, voire s'effondrer. Dernier scénario, c'est la stagflation. C'est-à-dire qu'en fait, une inflation apportée avec l'énergie, l'alimentation, etc., une croissance molle et une consommation qui chute. Moi, personnellement, je reste exposé très largement à l'Asie. Je crois principalement dans toute la zone asiatique, d'ailleurs, au premier scénario. Mais Bernard doit être conscient que son exposition asiatique apporte de la volatilité et va apporter de la volatilité, c'est sûr. Ce n'est pas un problème si on est patient, mais à 70 ans avec 100 000 euros, il faut quand même se poser la question. Est-ce que je suis prêt à voir mon portefeuille fluctuer de 20 à 30%? Bon, maintenant qu'on a vu tout ça et que je vous ai donné mon avis sur la question, on va parler analyse technique, diversification et surtout frontière efficiente, puisque vous allez voir, le portefeuille de Bernard est parfaitement équilibré. Alors, je retourne sur l'extract, évidemment, de Bernard, dans une extrait d'ailleurs Backtest Vision, et j'ai analysé la plupart des entreprises grâce à notre logiciel Value Investing Screener. Pour rappel, Value Investing Screener est un logiciel d'action vous permettant de dénicher le top 0,1% des actions mondiales, d'analyser n'importe quelle action en quelques minutes, voir si elle vaut la peine d'être creusée ou non pour votre portefeuille, mais également de dénicher des pépites sous-évaluées, comme je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, notamment la dernière entreprise analysée en vidéo et qui vous verse 9% de dividendes. Maintenant que c'est dit, commençons par les scores du portefeuille, donc les scores qui ont été émis grâce au logiciel Value Investing Screener. Regardez moi donc cette araignée. Cette araignée en un peu plus précis, c'est un résumé visuel de la qualité du portefeuille, donc la qualité des entreprises présentes en portefeuille. On a la profitabilité, est-ce que les entreprises gagnent de l'argent? Oui, on le voit, excellent score. Croissance, est-ce que les ventes et les bénéfices augmentent? On le voit aussi, très bon. Valorisation, c'est-à-dire est-ce que Bernard paye ses actions trop chères? Est-ce que c'est toujours en lien, on va dire, dans la dynamique de son approche value? Oui, mais c'est pas le pôle qui performe le plus. Peut-être revoir un peu certaines valorisations Bernard pour certaines actions. Le management, est-ce que les dirigeants sont compétents? Oui, aussi un bon score. Et dividendes, est-ce que les entreprises versent des dividendes? Correct, mais on le rappelle, c'est pas l'objectif principal de ce portefeuille. Le bilan également, est-ce que les entreprises ont des dettes gérables et du cash? Et je le rappelle, c'est le point et l'un des points les plus importants quand vous investissez à long terme, puisque c'est l'un des plus gros dangers pour les investisseurs que votre entreprise fasse faillite. Et là, en l'occurrence, oui, ils sont très solides. Le verdict de tout ça, Bernard a sélectionné des entreprises de qualité, sous-évaluées pour la plupart, rentables avec des bilans sains. C'est du value investing pur jus et c'est des portefeuilles que j'aime beaucoup voir. Et maintenant, la vraie question, est-ce qu'il est bien diversifié et surtout, est-ce qu'il performe bien d'abord? Alors, pour répondre à cette question, on a ce qu'on appelle la frontière efficiente. C'est-à-dire, êtes-vous optimal? Et là, je vais vous l'amener juste ici et je vais vous zoomer justement sur ce graphique qui est particulièrement intéressant. Donc, je vous invite à porter votre attention ici sur ce qui est appelé frontière efficiente. Alors, c'est un concept déjà inventé par Harry Markowitz, prix Nobel d'économie, rien que ça. Imaginez que vous deviez choisir entre plusieurs trajets pour aller au travail. Certains sont rapides mais dangereux,
d'autres sont sûrs mais lents, et il y a un trajet optimal, rapide et sûr. Eh bien, la frontière efficiente, c'est pareil, mais appliqué à la finance. C'est le meilleur rapport rendement-risque. Vous avez l'axe horizontal qui représente la volatilité. Horizontal donc ici, qui représente la volatilité, encore une fois je le répète, c'est-à-dire le risque. Plus vous allez à droite de cette courbe, plus votre portefeuille va bouger. Il y a également l'axe vertical, et c'est ici le rendement. Plus vous montez, plus vous gagnez d'argent. La courbe noire, c'est la frontière efficiente. C'est-à-dire tout le nombre de points, c'est le nombre de portefeuilles optimaux qu'il est possible pour chaque niveau de risque ou pour chaque niveau de performance. Si vous êtes pile dessus, eh bien vous avez le portefeuille optimal. Le point rouge que vous voyez sur le portefeuille, enfin sur la ligne, c'est Bernard. Il a 38,60% de rendement pour 14,30% de volatilité. C'est-à-dire qu'il est tout légèrement, si on zoome, en dessous de la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, bon, déjà que c'est en concordance avec ce qu'on avait vu, hein, qu'il gagnait beaucoup pour le peu de risques qu'il avait. Le portefeuille était peu risqué, notamment par rapport à l'ETF Small Cap. Mais ça veut dire aussi, puisqu'il n'est pas totalement sur la frontière, vous ne le voyez pas, mais il n'est pas totalement posé dessus, c'est-à-dire que soit il prend un peu trop de risques pour son rendement, soit il pourrait optimiser son allocation pour monter un peu plus sur la courbe. Et pourquoi il n'est pas exactement sur la frontière? Parce que, eh bien, on l'a vu, la diversification n'est pas parfaite. Pourquoi? Bon, déjà, il y a une diversification en termes de small cap, mais ça, je la partage totalement, parce qu'il y a beaucoup de concentration sur ces petites entreprises. On le voit également au niveau géographique, hein, comme on l'a vu ici, il y a une forte concentration, donc 37% à l'Asie. Ça peut aussi jouer, puisque c'est une zone qui est un peu plus volatile que la moyenne. Et il y a enfin l'industrial, ce qui est 22,50% du portefeuille, qui est même très élevé. C'est un secteur qui pèse très très lourd. La diversification, pour rappel, c'est comme un panier d'œufs. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier et qu'ils tombent, bien vous perdez tout. Bernard a beaucoup d'œufs dans le même panier pour principalement l'Asie et le small cap. Mais ça, c'est des choses que je partage. Mais ce n'est pas un problème si c'est une conviction qui est assumée et qu'il accepte la volatilité associée. Mais pour monter justement en termes purement économiques sur cette frontière efficiente, il faudrait élargir légèrement, avec un peu plus de grande capitalisation, donc les large cap, et un peu plus de zones géographiques représentées, c'est-à-dire enfin, qui pèsent un peu plus lourd. Et peut-être une petite poche défensive. Et justement, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Quelles seraient les optimisations concrètes s'il y avait en avoir? Mais je trouve déjà que c'est un portefeuille très pertinent. Il faudrait évidemment étudier ligne par ligne du portefeuille, mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, maintenant on a tout décortiqué, performance, stratégie, Japon, diversification. Maintenant, je vais vous donner les 3 ajustements que j'appliquerais personnellement si j'étais à la place de Bernard. Premièrement, donc, une concentration sectorielle qui est un tout petit peu excessive. Ça pourrait être un red flag, c'est la surconcentration, surtout dans les industriels. Les industriels, ils dominent complètement, enfin, en partie, le portefeuille, je pense que c'est aussi ce qui a tiré la performance. C'est une exposition énorme à un seul secteur. Le problème, c'est que si l'économie ralentit, si les commandes industrielles chutent, si les matières premières flambent, tout le portefeuille de Bernard en prendra un gros coup dans la figure, et ce, en même temps. Ma recommandation, c'est réduire légèrement, parce que c'est quand même une conviction, les industrials, et redistribuer vers, par exemple, healthcare, donc des entreprises comme Johnson Johnson, Roche, ou des secteurs défensifs par excellence. Du consumer staples comme Nestlé, Unilever, Procter Gamble, c'est-à-dire en fait les gens mangent et se lavent même en crise, donc ça pourrait participer à encore réduire la volatilité du portefeuille. Et les utilities, électricité, eau, gaz, c'est des cash flows ultra stables. C'est pas très sexy sur le papier, mais c'est ce qui tient le choc, surtout quand les marchés plongent, surtout dans un univers aussi incertain qu'on connaît actuellement. Deuxième red flag, deuxième optimisation, c'est l'absence totale de protection. 100% action, zéro protection. C'est ce que j'ai à mon âge et surtout c'est ce que j'ai parce que c'est ma conviction personnelle. Bernard a 70 ans, pas 30, et un crack de marché comme on a pu le connaître dans les années 2008 et pires années, c'est très dur à supporter. Imagine ton portefeuille de 100 000 euros tomber à 65 000 euros seulement en 3 semaines. Tu dors mal et tu te dis peut-être j'ai tout foiré, tu vas en panique au plus bas. Game over. Ma recommandation dans tout ça, c'est intégrer une petite, très légère poche de protection. Soit des obligations de qualité, ça peut être également des obligations chinoises, américaines, etc. Des obligations d'entreprise également, comme Apple, Microsoft qui émettent de la dette mais qui sont quand même assez sûres, avec des rendements faibles certes, mais une stabilité maximale. Ou alors deuxième option, eh bien, de l'or physique ou en ETF. C'est-à-dire l'or, c'est l'assurance anti-catastrophe, on l'a vu, ça a performé. Quand tout s'effondre, l'or monte. Ou même quand il y a des périodes d'incertitude, l'or monte. Pas pour gagner de l'argent, mais pour tout simplement préserver ton capital. Ce n'est pas
de la performance que tu cherches avec ces 15-20%, c'est de la tranquillité d'esprit. C'est ce qui te permet de tenir tes actions quand elles plongent parce que tu sais qu'une partie de ton portefeuille est blindée. Et troisième recommandation, c'est que ta partie européenne, je ne sais pas si tu peux l'optimiser via justement un investissement, via un compte, un PEA de par ta fille ou de par quelqu'un de ta famille, mais tu pourrais en fait, eh bien, la partie européenne, la mettre sur un PEA qui a une économie d'impôt. On rappelle, si tu le gardes plus de 5 ans, eh bien, ça fait 17,2% et quelques donc de prélèvements, ce qui va augmenter d'ailleurs récemment grâce à la nouvelle loi finance, mais bon, c'est pas le sujet. Et plutôt que eh bien, d'être imposé sur tes plus-values à 30% sur ton CTO, c'est-à-dire en fait déplacer la partie Europe sur un PEA, donc avec une fiscalité un peu plus avantageuse. Voilà les petites améliorations, mais sinon le portefeuille est de très grande qualité. Je pourrais revoir, si vous le souhaitez, en détail chacune des lignes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a une action dans le portefeuille qui eh bien, vous intrigue plus que les autres et je me ferai un plaisir d'en faire une analyse détaillée et en profondeur en vidéo. Voilà, alors maintenant du coup avec ces optimisations, Bernard garde son approche value, garde son exposition en small cap qui font la performance, mais il réduit encore un peu plus le risque pour les tempêtes à venir. Je le rappelle encore une fois, un backtest est une photo du passé, ça ne dit rien du futur. C'est pour ça qu'il est important. Value VC Screener est une des chaînes et un logiciel qui vous permet de le faire, de sélectionner avec qualité eh bien, vos entreprises. Si je devais donc résumer cette vidéo en une seule phrase, ce serait celle-ci. Bernard n'a pas un mauvais portefeuille, il est excellent. Il a un portefeuille courageux qui mérite d'être sécurisé. À 70 ans, construire un portefeuille aussi orienté value, aussi international, aussi loin des modes, c'est déjà une réussite et c'est un portefeuille de très grande qualité, surtout qui, moi, me plaît. Les performances passées sont impressionnantes, la logique d'investissement est saine et les convictions sont réfléchies. Mais investir, attention, c'est pas seulement chercher le rendement, c'est surtout s'assurer qu'on pourra rester investi quand ça secoue. Parce que l'investissement, c'est avant tout une question de psychologie. Et c'est là que tout se joue. Avec quelques ajustements simples, moins de concentration, un meilleur équilibre et une vraie poche de protection, Bernard peut transformer un très bon portefeuille en un portefeuille réellement durable, capable de traverser les crises sans décision irréversible. La vraie leçon de cette analyse, c'est pas forcément sur le Japon, ce n'est pas la performance, c'est pas la frontière efficiente. C'est que le meilleur portefeuille n'est pas celui qui gagne le plus, mais celui qu'on est capable de garder jusqu'au bout. Et ça, Bernard est très proche de l'avoir. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne également. Et si vous voulez d'ailleurs recevoir une analyse de portefeuille et d'actions gratuite chaque mois, n'hésitez pas à vous inscrire à ma nouvelle newsletter qui est en description. C'était Sébastien sur la chaîne Value Investing Screener et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.